Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast. Cette semaine, on va partir du côté de l'Oklahoma pour parler du Thunder. Avec moi, vu qu'on va parler jeunes joueurs et potentiellement prospects, l'expert international du YouTube Game, Alan. Comment ça va? Voilà, pression. Salut Ben, ça va et toi? Ça va très très bien. 3-2, vive Jorge Sampaoli, le Messi du Vélodrome. Et avec nous, les plus observateurs, ceux qui ont l'ouïe la plus fine, auront deviné au rire. Alors on a un invité, Alan, et j'ai 3 options pour le présenter. Je savais pas comment vraiment le présenter. Je t'en donne 3, tu me dis laquelle est la meilleure. Première, futur champion d'Europe de CrossFit. Ouais. Ouais. Deuxième, le podcasteur NBA avec le meilleur arrière-plan du game. Parce qu'il y a de la recherche quand même. Faut avouer que niveau, il y a de la recherche. Alors petit point malus sur le thermostat qu'on voit au-dessus de l'épaule, mais autrement c'est parfait. Et qui marche même pas d'ailleurs, accessoirement. Et petit 3, il n'échangerait pas Pokuyeski contre LeBron James et Anthony Davis, mais par contre un premier tour de draft, ça passe. Donc c'est laquelle des 3 qui... La dernière. Ah ouais. La dernière. Alors on a donc avec nous, je cite, le présentateur du seul podcast français sur OKC, c'est la bio Twitter, c'est Pierre. Comment ça va Pierre? Ça va très bien, très content de revenir dans le club formateur. Ça fait toujours plaisir de vous retrouver, donc non, je suis très content d'être là. Pierre, pour ceux qui nous ont découvert entre-temps, Pierre, expert international d'OKC avec We Are Thunder, qu'on vous invite à aller suivre sur Twitter. On va taguer ça dans la description, sur le tweet, etc. Ancien de la maison, ancien de la crèmerie et adorateur, la personne qui vénère le plus Russell Westbrook au monde, je pense. On peut l'affirmer. C'est pas mal. Ensemble, du coup, on va parler de OKC, de cette saison, mais aussi un peu de cette nouvelle phase dans la franchise, dans l'histoire de la franchise d'OKC, la reconstruction après les années de succès. On va faire ça juste après la pause. On vous invite comme d'habitude, Twitter, les plateformes où vous nous écoutez, YouTube pour voir le magnifique fond de Pierre qui mêle manga et Star Wars. On vous invite aussi à suivre sur YouTube We Are Thunder et sur Twitter. Puis nous on se retrouve juste après la pause pour discuter du coup du Thunder d'Oklahoma City. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, Alan, si tu me le permets, je vais garder Pierre avec moi avant de parler de la saison 2020-2021, des perspectives pour la suite, etc., de la franchise. J'ai appelé ça une psychanalyse, Pierre. C'est-à-dire que j'ai envie de savoir, parce que quand on t'a quitté, ou même avant, la dernière fois qu'on a vraiment parlé du Thunder, c'était une équipe qui restait quand même une place forte à l'ouest. Depuis, il y a une reconstruction. Et là, j'ai envie de parler aux supporters, mais aussi aux créateurs de contenu. Comment t'abordes cette perspective-là et aussi ce moment dans ta franchise? Parce que nous, on parle souvent des front office, mais on n'a peut-être pas cet aspect, comment tu le vis en tant que fan, etc. Comment tu arrives à vivre cette période-là, en ce moment? Alors, en tant que fan, honnêtement, c'est plutôt, j'ai envie de dire agréable et ça change parce que depuis la création de la franchise, ça a toujours été compétitif. On va dire avec le cycle Westbrook, ça a toujours été assez loin en playoff. L'année dernière, on pensait déjà être en reconstruction. Tu as eu une espèce d'année de transition, de passage de pouvoir avec Shea, sa première saison, etc. Donc ça s'est venu petit à petit, même en début de saison. D'ailleurs, les matchs étaient plutôt agréables, on était assez compétitifs. Là, ça devient un peu plus compliqué ces derniers temps, effectivement, parce que tu prends des défaites avec des écarts historiques, etc. Mais j'ai l'impression que les fans d'OKC savent que ces dernières années, tu as eu énormément de chance de ce que tu as vécu, notamment en termes de pourcentage de victoires. C'est une des meilleures franchises des États-Unis sur les 10 dernières années. Il n'y a pas de titre, mais testé sur des réussites assez exceptionnelles, surtout pour la création d'une franchise qui s'est mise sur la carte, honnêtement, qui c'est une franchise qui compte maintenant. Et donc là, tu es vraiment dans une perspective d'avenir et plutôt optimiste parce que le nombre de pics, parce que tu as des jeunes sur qui un petit peu t'extasier dès maintenant, ce qui n'est pas le cas de certaines franchises et là je conçois que c'est plus compliqué. Après, en termes de création de contenu, je t'avoue que ces derniers temps, c'est un peu plus compliqué que quand tu as des choses à dire. Alors on parle draft, on parle progression des jeunes, etc. Il y a des moments où on aimerait bien parler d'autres choses, un peu de compétitivité, parler d'autres choses, mais là c'est un peu plus compliqué ces derniers temps. Quand les matchs sont finis au bout de 3/4 temps en gros, voire moins, et que tu vois les mêmes joueurs et que tu sais qu'ils n'ont pas forcément un avenir NBA, quoi. Niveau transition pour la fanbase, est-ce que le plus dur c'est le départ de Westbrook? On l'a dit, t'es un adorateur de Westbrook, t'adores Russell Westbrook, ou c'est juste se dire maintenant c'est fini les séries de playoffs, on redémarre sur un cycle de plusieurs années? Tu vas me dire ça coïncide un peu, mais c'est quoi le plus dur?
Ah, je pense que c'était, à mon côté, c'est plus la fin de l'ère Westbrook parce que t'as tout eu en même temps. T'as eu d'abord Paul George, t'as eu Westbrook, t'as eu Grant aussi qui a fait pas mal de mal parce que c'était un trade contre pas énormément de choses et qui c'est un joueur que tout le monde aimait bien et qui était synonyme vraiment de cette explosion. Donc c'était plutôt ça. Après, en termes de défaite, l'année dernière, tout le monde s'attendait à une saison moyenne. C'était une grosse surprise. Et d'ailleurs, l'année dernière, c'est souvent une des équipes que les gens préfèrent parce qu'il y avait une espèce de surprise, il y avait un groupe qui changeait d'habitude, peut-être plus ensemble, plus dans le partage. Et là, cette année, c'est plus en mode on va regarder, on va reconstruire, on a des jeunes et tout. Donc, non, je pense que le plus dur, ça a été d'accepter au moment où Westbrook, je pense, fin de l'ère Paul George Westbrook, de se dire, ok, là, on va avoir des années peut-être un peu plus difficiles. Et après, quand tu vois les contreparties, tu t'en satisfais un petit peu plus. Et bien sûr, tu avais cette perte d'identité parce que Westbrook, c'était quand même une grande part de l'identité d'Oklahoma. Et pour en parler, même quand j'ai eu un Brandon Rabar, l'insider américain, il dit que Westbrook, là-bas, a énormément apporté à toute la communauté, à l'image d'OKC, etc. Donc je pense que de cet aspect-là, c'est peut-être plus cette année-là ou cette intersaison-là qui a fait mal. Ok. Et dernière question, Alan, ensuite, tu vas entrer dans ce podcast, je te l'assure. Est-ce que tu penses pas, c'est ma théorie, Alan, tu pourras réagir, est-ce que l'absence de titre, ça rend pas la reconstruction plus facile à accepter? Je m'explique. Je pense que quand t'es dans le cas des Cavaliers, par exemple, t'es arrivé à un tel haut, genre le titre de 2016, t'es arrivé à un tel apogée, où tu peux te dire, bon bah après, c'est le vide. C'est-à-dire que certes, tu peux avoir des jeunes, mais peut-être ce sentiment d'inachevé du côté d'OKC, où il y a eu une équipe énorme, 2 MVP, un troisième qui l'a pas eu dans la franchise, mais pas de titre au bout, est-ce que ça joue en fait? Est-ce que tu dis, oui, il y a eu cette ère-là incroyable, mais peut-être que la nouvelle ère va apporter le seul chose qu'elle n'a pas pu faire l'ancienne, le titre? Bah, c'est ce qu'on espère, ça c'est certain. Après, tu peux te dire que les Cavs, par exemple, ils ont eu le titre, et ils disent, bon, bah, on a eu ce qu'on voulait, maintenant on peut reconstruire, on peut repartir de zéro parce qu'on a eu ce qu'on voulait. Là où nous, ça restera un éternel regret ou gâchis pour certains, voilà, notamment 2016. On en a parlé énormément entre nous, vous en parlez aussi dans le podcast, qui était l'année où ça devait le faire, en gros. Hein. Donc ouais, je sais pas si ça aide. Je pense qu'il aide beaucoup, c'est que ça soit à Oklahoma City et pas à Los Angeles. Ça aide largement. Je sais pas si ça aide honnêtement le titre. Je pense que le proprio est plutôt favorable à ça. Presti est très bon là-dedans aussi. Mais ouais, t'as ce sentiment d'inachevé et d'attente quand même. Après, je pense que culturellement, l'Oklahoma doit pas être. Ça doit être travailleur, ça doit être ouvrier, tu vois, ça doit pas être comme elle est. Voilà, c'est pas la même mode de vie, donc je pense qu'il s'identifie plus à une équipe accrocheuse, même si ça ne va pas au bout, mais qui lui correspond, quoi. Puis c'est aussi dans la foulée d'une équipe qui s'est déjà inscrite, tu l'as dit, à Oklahoma City, etc. Alan, je te laisse réagir parce que sans tacle glissé, les deux pieds décollés, si on veut, il n'y a pas eu de reconstruction vraiment de ce type du côté de Boston, mais Boston et on va dire le Thunder sont les deux équipes qui, sur la dernière décennie, ont gagné le plus de matchs de playoffs sans titre. Donc, est-ce que tu trouves pas que pas gagner le titre, ça peut permettre de commencer une reconstruction un peu avec plus d'espoir du côté des fans? Ouais, carrément. OKC il a la chance d'aller en finale. Boston ne va pas en finale. C'est 2010 la dernière finale. Est-ce que ça compte sur la décennie? Je sais pas. Si, sur mes calculs, ça compte. Mais ouais. Ok. Mais c'est à bien plus longtemps. Ouais, je suis super d'accord. Moi, j'aime bien ce qu'a dit Pierre sur Indiana, sur OKC. C'est un peu comme Indiana, j'ai l'impression. Les gens, ils veulent. Je pense que la place de la franchise d'OKC elle est importante dans le sport de l'État, parce qu'il n'y a pas peut-être il y a pas de franchise pro dans d'autres sports majeurs. Et juste que l'équipe soit accrocheuse, forte, qu'elle ait quand même une ou deux têtes de gondole. Il y en a cette année. Shea, ça reste une tête de gondole. Faut le lycée, il s'affirme comme ça. Et comme l'a dit aussi, on en parle très souvent entre nous, l'espoir du pic, l'espoir des jeunes, tout ça c'est quelque chose d'attrayant. Avec en plus en décisionnaire un type comme Presti qui a montré que, alors ça se trouve il ne le remontera pas, hein, mais qui a montré qu'il était capable de bonifier ce genre de choses. Là où Boston, en fait, pour moi, l'anomalie, ça reste le trade avec les Nets. Ça permet aux gens de faire passer le fait que l'équipe qui pour moi devait aller avait le plus de chance, donc celle avec Kyrie, Gordon Hayward, Brown Tatum et tout ça, celle qui perd contre Milwaukee en fait. Moi c'est celle qui vraiment devait le plus aller au bout, parce que à Boston en fait souvent on va en finale de conf, mais on n'a aucune chance en fait contre LeBron. On n'a aucune chance. OKC avait des chances, donc
tu peux dire aussi on a eu notre chance, ça l'a pas fait. On peut reconstruire là au Boston, on a tiré le gros lot avec le trade avec Brooklyn, parce qu'en quelque sorte nos deux meilleurs joueurs aujourd'hui sont issus de ce trade. Donc c'est un peu différent, je pense. Juste avant de tirer le bilan de la saison, est-ce que Presti, le mot a été cité, j'imagine que ça joue peut-être limite plus que l'absence de titre, la foi dans le JM, je pense, du côté d'OKC. Et puis déjà ça, une énorme confiance. Après, ça devient presque trop. Où tu vois, tu commences des gens, il y a pas mal de gens qui disent ouais, j'ai confiance en Presti, mais ce trade là, bon, voilà, tu sais jamais trop, mais au final il retombe toujours sur ses pieds, donc à chaque fois tu te dis ok. Et juste une chose aussi, c'est que il y a une confiance encore plus développée et une envie de se développer via tous ces pics et tout, parce que tu sais qu'à Oklahoma, ton plus gros free agent signé dans l'histoire, c'est quoi? C'est Markieff Morris en buyout, quoi, un truc comme ça. Enfin, c'est triste à dire, mais c'est vraiment ça. Donc tu sais que tu vas pas signer un joueur en free agent, tu pourras peut-être faire un trade avec ces pics-là, tu pourras peut-être drafter, comme tu l'as fait dans le premier cycle, énormément de bons joueurs avec des choix plus ou moins hauts d'ailleurs. Donc ouais, tous les espoirs sont là-dessus, toute la confiance est en Presti, on sait scouts aussi parce qu'on souligne beaucoup Presti, mais les scouts d'Oklahoma, rien que cette année, pour Pokusevski et Maledon, ils ont fait un bon travail. Donc ouais, la confiance est là-dedans et tu sais que tu dois passer par là parce que culture, marché, etc. Énième sujet dont vous êtes fan et dont on parlait souvent, mais qui est particulièrement le cas à Oklahoma City. On l'avait dit, OKC fait partie des rares franchises pour lesquelles, perso, j'accepte le terme de petit marché parce que eux, ouais, structurellement, ils ont des problèmes. Et du coup, on a fini, ma psychanalyse est terminée, on va parler terrain. Quel bilan tu tires de la saison, Pierre? Je pense qu'on peut faire le bilan. Shai joue plus depuis le 22 mars, depuis cette période. Alors, je suis désolé. Une victoire, 12 défaites, Nate rating à -20, 30e attaque, 29e défense. On va dire que bon, c'est une période... Quand je vous ai vu jouer, j'ai une image, alors je sais pas trop si elle est correcte, mais c'est un peu comme voir des nourrissons qui apprennent à marcher. C'est-à-dire que c'est divertissant, mais c'est quand même finalement ils n'arrivent pas à marcher. Tu vois, enfin, le résultat n'est pas. Des fois t'as des trucs bien, des fois non. Oui. Ouais. T'en tires quoi du coup comme bilan? Moi, le premier truc que je vais te noter en termes de bilan de saison, c'est que pour moi le bilan de la saison, je le ferai le 22 juin quand la loterie sera passée. Parce que on va être honnête, l'objectif de la saison, il est là, c'est que là tu tankes, comme tu l'as dit, il faut mettre le mot, c'est du tanking depuis le All-Star Break. T'as le pic de Houston où c'est une chance sur deux qui tombe à OKC s'il est 5 ou pas. Donc quand t'attends à ce moment-là, en fait, est-ce que t'as 2 pics top 5, est-ce que t'en as 0? Le bilan il sera là, si t'arrives à en avoir ou pas, c'est là que t'as gagné. Après il y avait un autre objectif qui était le développement des jeunes, ça tu l'as dit. Shai était trop fort. Honnêtement, c'est pour ça qu'il est blessé, mais il était trop fort et c'est lui qui faisait gagner des matchs sur la première partie de saison et niveau All-Star. Il faut le dire aussi, moi je le mettais devant un Mike Conley par exemple largement. Et après, ce qui est positif, c'est que tu testes énormément de joueurs, surtout ces derniers temps, plus ou moins bons, plus ou moins qui ont un avenir NBA, je pense qu'on en reparlera de certains. Mais tu en as certains qui s'affirment déjà comme des potentiels pliés dans le futur. Alors on parle beaucoup de Dort actuellement, qui montre des gros flashs offensifs, qui est, je pense, All Defensive Team, peut-être la deuxième dès cette année, et potentiel DPOI dans le futur. Il y a le cas Beasley qui pose beaucoup de questions, mais qui a pas mal de flashs. Pokusevski, Maledon, les deux rookies les plus jeunes presque de la ligue, et qui ont un gros rôle et qui montrent soir après soir que c'est cohérent. Et tu as des petits joueurs de rotation, tu vois, un Ty Jerome qui paye pas de mine, mais que nous on aime vraiment bien sur le compte et qui est très intéressant et que tu dis ça peut être un backup dans le futur. Donc en fait c'est surtout dans cet aspect-là, responsabiliser des jeunes, essayer de les développer et ensuite faire des choix sur eux. D'ailleurs si je vous invite à écouter dernière, on a fait sur ça, quels joueurs seraient là dans le futur, on a essayé de voir qui serait là sur le long terme, etc. Et je pense que c'est ce que fait le front office actuellement. Pas Isaiah Roby. Oui, on vous conseille d'écouter ce moment. Ouais, en fait, on s'est mis un peu à la place du front office de ce qu'ils font actuellement. C'est, on dit quel joueur sera dans le futur ou pas, qui il faut re-signer cette intersaison parce qu'il y a pas mal de joueurs contrat pas garanti ou en fin de contrat. Donc là-dessus, c'est positif en fait. Donc si tu as des choix de plutôt à la draft et des jeunes qui sont développés, c'est une saison bien remplie et réussie. Si déjà à la loterie, t'as pas de chance, ça sera déjà un petit peu plus problématique déjà. Je vais rebondir sur le live dont parlait Pierre, que je suis allé écouter. Je fais mes devoirs. Je suis allé l'écouter en entier. À un moment, tu parles avec Constant de deux joueurs, je cite, intouchables, que sont Dort et Shai Gilgeous-Alexander. Avant de te faire réagir,
est-ce que tu es d'accord, Alan? Est-ce que tu penses qu'on est sur deux joueurs qui sont, entre guillemets, intouchables? Non, pour moi, il n'y a que Shea qui est intouchable, je pense, dans l'effectif du Thunder. J'aurais que ce joueur-là en joueur intouchable. J'aurais peut-être même limite Pokusevski en plus intouchable que Lou Dort. Mais ça, c'est parce que j'ai un biais et je l'assume complètement. Mais non, j'aurais que Shea. Lou Dort, ça peut être quoi au mieux? Le quatrième meilleur joueur d'une équipe qui va en finale? Le truc, c'est, Au est-ce mieux. qu'on sait vraiment ça? Si tu pars du principe qu'ils sont bons dans 2-3 ans. Oui, de toute façon, Lou Dort est extrêmement utile dans une équipe qui est forte. Ça, je pense que son profil est extrêmement utile dans une équipe qui est forte et qui joue des matchs importants, des matchs de play-off. On l'a vu même dans la bulle. Là, dernièrement, comme le dit Pierre souvent sur son compte, là, il n'y a pas Shea et il n'y a pas Horford. Moi, je mentionne aussi le fait qu'ils font plus jouer Horford. Donc, parce qu'en fait, la partie de saison, moi, j'aimais beaucoup voir jouer cette équipe parce qu'avec Shea et Horford, franchement, c'était sérieux. Hein. Et c'est pour ça que maintenant, ils sont obligés de faire du tanking massif parce qu'en fait, ils étaient meilleurs que ce qu'ils pensaient être, je pense, et ce que les autres pensaient. Donc là, ils ont dit Shea, Horford au placard. Il faut qu'on commence à perdre des matchs parce qu'il faut qu'on ait le meilleure chance possible d'avoir un top pick et donc beaucoup de ballons à Lou Dort. Donc c'est un peu, je compare pas, hein, c'est pas le syndrome Michael Carter Williams de sa saison rookie à Philly, mais Lou Dort il en a planté quoi 40 contre Utah il y a 2-3 jours. 42, ouais. Il prend 31 tirs, j'ai vu, mais c'est... Il prend 31 tirs. C'est dans une équipe qui, je pense, est en positif à l'ouest, Lou Dort prend pas autant de tirs. Mais dans son rôle de catch and shoot, défendre et en même temps poser le ballon au terre parce que il a été formé comme un meneur, faut le rappeler, ce qu'il n'est plus en NBA. Il peut être intéressant, mais j'aurais que Shea vraiment. Moi, Shea, je le traite pas. Et on avait parlé avant la draft l'année dernière, il y avait des gens qui disaient est-ce qu'OKC traderait Shea pour le first pick? Non. Et j'avais dit non, j'ai dit que je le ferais pas personnellement. Donc, Tu le fais encore moins maintenant, je pense d'ailleurs. Donc Pierre, du coup, intouchable. Pour les gens qui n'ont pas écouté ton live, pourquoi tu mets ces deux joueurs-là intouchables dans ton effectif? Shea parce que, je l'ai dit, niveau All-Star, c'est la nouvelle figure de la franchise, très efficace, très propre, super comportement. C'était lui le mentor sur le terrain cette année. On parle de Hill, d'Orford, mais c'est lui le leader vocal de l'équipe cette année. Et ça se voit, et c'est quelque chose qu'il n'avait pas du tout l'année dernière. Et c'est peut-être là où il a encore plus progressé. Très polyvalent, un true shooting très élevé. En fait, statistiquement, c'est super propre. Dans l'attitude, c'est super propre. Tu peux encore le développer sur pas mal d'années. Il y a plein encore d'aspects du jeu où il peut finir de se perfectionner. Donc tu peux être que optimiste vis-à-vis de lui. Et ensuite, parce que tu arrives en plus à un moment où, dès cette intersaison, tu peux le prolonger. Et je pense qu'OKC va mettre le max sur la table. Et à partir de là, tu comptes sur lui sur pas mal d'années. Un petit peu à la Darren Fox à Sacramento. Ça va être le même style, en gros, de contrat et de choses. Et ensuite, Lou Dort, deux choses, parce qu'il est ultra valuable sur le terrain. Défensivement, on est dans l'élite. Il développe petit à petit un tir, surtout cette année. Et là, vous l'avez très bien dit, il prend énormément de tirs, il joue un peu tout seul en attaque, etc. Utah, c'était une anomalie dans la saison, parce qu'il n'y avait que lui qui arrivait à faire quelque chose en attaque à peu près. Mais c'est du dépassement de fonction qui pourra être utile dans le futur. On a ces souvenirs d'André Robertson, Thabo Sefolosha, qui étaient des défenseurs uniquement. Lou Dort, ça devient déjà autre chose que ça, et il a encore 20 ans en fait. C'est ce qu'on oublie, c'est que c'est un sophomore qui a moins de 80 matchs NBA, en gros, parce qu'il était entouré l'année dernière, donc énorme encore marge de progression. Et même nous, on l'a sous-estimé parce qu'on considérait qu'il n'aurait peut-être pas toujours un tir, voilà. Et autre chose, c'est son contrat, qui n'est que très partiellement garanti, qui est sur plusieurs années à des salaires que beaucoup disent déjà que c'est le salaire le plus valuable en NBA, parce qu'il vaut rien en fait, et il t'apporte énormément de choses. Donc c'est pour ça qu'on avait mis ces deux joueurs-là en tant qu'intouchables. Et juste en dessous, dans la catégorie sur le long terme, qu'on estimait qu'ils allaient être gardés, en tout cas certainement, on avait Pokusevski et Maledon. Mais qui n'étaient pas intouchables parce que peut-être qu'un jour, dans un gros trade, ils seront demandés par exemple, voilà. Mais eux aussi sont assez hauts pour nous dans la hiérarchie. Je vais griller la théorie d'Alan qui dit souvent Shea a été trop fort trop rapidement. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Le fait que en ayant son niveau All-Star, il vous met limite dans le processus. C'est pas prévu qu'un joueur soit si fort si tôt. Et je vais peut-être déjà laisser Alan expliquer, ensuite revenir vers toi. C'est ce qu'on dit très souvent dans le podcast. Ben, Tom, on en parle souvent, même Pierre quand on parle de ça.
en fait, tu te retrouves à devoir trader tes stars, t'acquiers un jeune joueur, tu te dis bon, ok, je vais lui donner des ballons, mais il va sûrement faire des stats statés, mais il n'aura pas un impact si grand dans le nombre de victoires. Et ça, en fait, l'impact dans le nombre de victoires, c'est quelque chose qui peut mettre à mal un processus de reconstruction via en fait un tanking pas mal fait, mais qui n'est pas possible, qui n'est pas rendu possible Sabordé. exactement par le fait d'avoir un joueur qui est trop fort en fait. Ce que je comparais un peu avant qu'Orlando trade avec Vucevic du côté d'Orlando. C'était pas possible pour Orlando à l'Est d'être vraiment horrible tous les soirs avec Nikola Vucevic. On voit que ça change maintenant qu'il n'y a plus Nikola Vucevic et d'autres joueurs bien sûr. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, Shai, et c'est pour ça qu'il y a qu'une chose à dire. Pourquoi Shai ne joue plus? Parce que oui, il y a sûrement des petits pépins. Puis l'impact est léger quand même. L'impact est léger. Il a un vrai pépin physique à bout de plantaire, mais c'est une blessure diplomatique. Il était déjà reposé aussi certains matchs avant, il y avait pas mal de choses, Orford aussi, donc oui. Parce que vous auriez pu viser le play-in, en vrai. Si on parle de compétitivité sur une saison, vous pouvez pourquoi pas viser le play-in à 100% avec Orford de ce qu'on a vu des 30 premiers matchs pour moi. Visiblement, c'est pas le choix qui a été fait, tu vois. Je sais, je veux pas griller ton live, Pierre, on enregistre samedi, on l'a montré sur Twitter. Je veux pas griller ton live de dimanche, mais je sais que vous voulez parler de un peu le ressentiment des gens vis-à-vis du tanking agressif dans ce moment. Sans griller ce que vous allez dire, qu'est-ce que t'en penses, toi? Parce que c'est vrai que là, on se cache à peine. Enfin, moi, il y a des joueurs, j'ai vu vos matchs, il y a des 5 où je connaissais 2 mecs. Et encore, je connais vraiment. Non, donc, tu te caches pas. Juste pour rajouter sur Shai, c'est vraiment un joueur qui fait gagner. C'est lui qui a un peu sabordé ce tanking. On était dans un entre-deux. On était du niveau de New Orleans à peu près sur le début de saison. Quand je regarde les effectifs, je lui dis c'est pas possible, mais clairement on était de leur niveau. Et aussi Shai était l'un des meilleurs joueurs dans le clutch statistiquement cette année, donc ça a aidé encore moins, alors qu'OKC était dans une des pires équipes NBA. Donc la raison est là, est vite trouvée en fait, de pourquoi. Et pour les défaites, c'est que il y a aussi de la manière derrière, et on en a parlé de la dernière fois, que tu prends 40 pions ou que tu es à tout le temps moins 20. C'est pas perdre 2-3 où tu te développes, et tu vois que là on essaie, comme tu as dit, des line-up de plus en plus sombres, avec des joueurs qui ont plus ou moins d'avenir NBA, des contrats de 10 jours, des choses comme ça. D'ailleurs, tu vois tout de suite une différence quand Beasley et Dort sont revenus, c'est devenu déjà un peu plus cohérent, un peu mieux sur le terrain. Et c'est parler de ce sentiment, c'est un peu compliqué parce que les gens sont en même temps contents de perdre parce que tu sais l'objectif, tu sais ce que c'est, tu sais que c'est arrivé à la loterie avec le plus de chances possible. Mais souhaiter que ton équipe perde, nous depuis le début de saison, c'est compliqué parce que on gagnait des matchs et tu disais ouais mais là on commençait trop fort et tu perds trop, après tu dis ouais mais enfin c'est un sentiment qui est très particulier et que là pour le coup tu t'en parlais, on n'avait jamais connu ça au moins au Thunder, et c'est un sentiment qui diverge dans pas mal de fanbase, dans pas mal d'équipes qui sont un peu dans cet entre-deux pendant un moment. Là le choix était clair, ok si ça veut perdre, il faut être honnête. Donc là, tu suis la stratégie, tu es content quand ça perd. Après, il y a ce sentiment de manière, et c'est peut-être ça qu'on va plus aborder, c'est que là, est-ce que tu développes réellement des joueurs quand tu fais jouer comme ça? Est-ce que tu les mets vraiment en valeur? Est-ce que tu trouves vraiment des futurs role-players? Est-ce que voilà, c'est une autre question. Et pas mal de gens commencent de s'en plaindre parce que regarder des matchs de ce niveau-là, c'est des fois pas très agréable, et tu te dis mon équipe elle me fait pas rêver quoi. Donc nous, notre message c'est attendez 15 jours, un mois, 15 jours le fin des matchs, un mois la loterie et vous verrez, là vous serez content. Mais bon, c'est compliqué quand même. Après vérification en direct, vous êtes déjà le 5e pire bilan, donc ça va vite en fait. On a mis un gros coup là. Là, on n'a pas fait ça. mais c'est intéressant, oui justement, on va en parler. Est-ce que tu as vu une patte? Alors je m'entraîne parce que votre coach, j'ai écouté sa conférence de presse d'introduction et le mec qui l'a introduit a prononcé son nom de manière différente 3 fois en 1 minute. Ouais. Donc du coup, je suis un peu perdu moi. Donc Marc Degno, on est d'accord? Je pense que c'est ça. Alors il y a la française Degno, mais normalement ça doit être Degnol ou quelque chose comme ça, si on en croit tout ce qui a été dit au début. Parce que moi je me suis dit la conférence de presse d'introduction est censée me donner un guide et le mec le prononce 3 fois de suite. Enfin bref. Est-ce que tu as vu une patte du coup de chez lui? Alors en début de saison, honnêtement oui, parce que tu avais un moment une certaine stabilité, c'est-à-dire que même en cas d'absence d'Orford, en cas d'absence d'un autre joueur, tu
t'avais un joueur qui step up exactement dans le même rôle et qui faisait la même chose et qui te permettait d'être compétitif. T'avais un jeu qui ressemble à celui de l'année dernière, avec Horford qui s'écarte un peu plus que Noel et Adams, mais dans le même style, avec énormément d'end-off, énormément de joueurs qui viennent de 0 degré, qui prennent un écran, qui jouent le end-off avec le pivot en haut, que ce soit pour Shea ou Dort, ou Malédon en fait de plus en plus aussi. Mais il a une vraie patte par contre, et ça se ressent un petit peu en termes de développement et de contact avec les joueurs, encore plus que Billy Donovan qui est réputé un petit peu pour ça. Lui, dès le début, il a dit, moi, mes parents étaient éducateurs, voilà, donc il est très dans le contact, ça se voit qu'il parle beaucoup aux joueurs, qu'il est là pour les aider dans la compréhension, pour les développer, plus que pour l'instant dans la performance. Et je dois pas lui enlever non plus certaines notions tactiques qu'on a vues par passage, tu vois, des situations d'après-temps mort. Moi, j'aime bien regarder ça pour regarder un coach. Tu regardes les situations d'après-temps mort, des systèmes, des adaptations, de 2-3 petits trucs qu'il ajoute, et j'ai vu quelques situations intéressantes. Alors, on est loin pour l'instant de l'élitisme, parce que tu peux pas te permettre de faire ça, parce que t'as pas les joueurs pour non plus. Actuellement, mettre en place des systèmes quand tes joueurs sont là 10 jours, etc., c'est beaucoup plus compliqué. Mais il y a une base. Tu sens que ce coach-là, qui est le plus jeune de la ligue, et qui est plus jeune que certains joueurs d'ailleurs, tu sens qu'il va être là pour un moment, et qu'il sera là pour le développement. Est-ce que ça sera uniquement le coach de développement? Ça, c'est un débat qu'on a déjà eu, je pense, ensemble. Coach de développement, est-ce qu'il en faudra un autre pour passer le cap ensuite? Peut-être. Mais lui, dans le développement, je pense qu'il a déjà une petite patte et que ça marche plutôt bien. C'est vrai, ça, c'est un débat qu'on a souvent, Alan. Le coach, est-ce que on a vu... Alors, c'est pas dans les mêmes extrêmes, mais pour moi, on se rapproche peut-être d'une situation de process, même si on n'est pas dans une destruction totale. Mais c'est vrai qu'un tel renouvellement incessant, c'est comme l'a dit Pierre, c'est difficile de mettre en place des concepts quand t'as un mec qui est là 10 jours et ensuite, il y avait une saison, les Phillies, c'était quoi, 32 joueurs testés, presque. L'exemple ultime de ça, c'est que toute la saison, au début, tu joues avec Muscala et Horford qui mettent pas un pied dans la raquette, concrètement en attaque presque. Et maintenant, tu joues avec Moses Brown et Tony Bradley qui peuvent pas prendre un tir en dehors de la raquette. Donc, si tu veux, sur les 2 parties de saison, tu peux pas trop faire la même chose offensivement, par exemple. Tu vois, donc. Et du coup, qu'est-ce que t'en penses? Et j'aime bien que Pierre ait réintroduit Horford, parce qu'on va peut-être un moment glisser vers la draft, mais est-ce que c'est pas ça la future pièce, du coup, si on se projette dans une... C'est pour ça que t'es là, Alan, pour la draft. Ouais. Est-ce que c'est pas l'intérieur aussi qui manque à cette équipe? On l'a dit, on a Lou Dort, on a chez Gilgeous-Alexander. Alors certes, Théo Malédon, je pense pas personnellement qu'il soit peut-être le meneur du futur, ou en tout cas, bref, qui va pas s'inscrire dans ce projet-là, mais concrètement, le besoin, il est à l'intérieur, parce qu'Alorford, il sera pas là il n'est pas là dans 6 mois, probablement. Ouais, on en parle souvent avec Pierre, mais qu'est-ce qu'on fait d'Alorford? Je sais que contractuellement, c'est parfois plus simple qu'on peut le penser en termes de contrat. Est-ce qu'une équipe va être intéressée par lui? Ce qui est sûr, c'est que pour moi, plus qu'un intérieur, ils en ont besoin. Ils ont besoin de talent. Parce qu'en fait, alors, Shai Gilgeous-Alexander est très talentueux, Darius Bazley est talentueux, Lou Dort a du talent, d'autres joueurs aussi, mais ils ont besoin de talent, de plus de profondeur en fait, tout simplement, parce que en fait, c'est ça qu'on peut rebondir sur le coach, parce que moi je trouvais ça admirable de gagner des matchs, franchement, sur le début de saison avec les rotations. Alors, et la rotation était mieux que ce maintenant, parce que maintenant les titulaires de maintenant étaient les remplaçants du début de saison, même parfois. Mais je trouve ça admirable de gagner, de ce qu'il arrivait à mettre en place. Même comme l'a dit Pierre, des fois ils ont fait des matchs sans Shai Gilgeous-Alexander, sans Alorford, ils battaient. J'ai un souvenir d'un match contre Memphis, je crois, ou quelque chose comme ça. Où tu regardes le 5 de départ, tu te dis mais c'est pas possible qu'il soit dans ce match. C'est pas possible. Et pourtant ils le font. Pourquoi? Parce que j'avais entendu dans un podcast, je crois que c'était Kevin O'Connor qui disait que c'est l'équipe qui génère le plus de shoots ouverts à 3 points de toute la ligue. Alors tu peux le prendre de 2 manières. Tu peux te dire alors très bien, c'est très bien, je fais schématiquement, ou alors personne n'a peur de l'adresse à 3 points d'OKC, donc on peut laisser les shoots. Dans tous les cas, dans NBA aujourd'hui, beaucoup de gens shootent. Je sais que Pierre aussi est très content de ça parce qu'il y a plus de shooters maintenant. Du côté d'OKC, c'est terrible. Mais c'est fini les ailiers athlétiques. Là. Combien de fois on commençait des campagnes de playoffs et tout, et on faisait les previews entre nous, on disait mais en fait il n'y a pas de tir. Dans cette équipe, ça allait chercher des Randy Foy et tout pour essayer de mettre des paniers à 3 points. Maintenant. Il y a plus de tirs. Jérôme l'a parlé, c'est une pièce qu'ils ont récupérée dans le deal de Chris Paul en plus. Donc ils ont récupéré pas mal de pièces qu'ils ont renvoyées direct pour des pics et tout ça, mais ils ont aussi récupéré des pièces qu'ils utilisent. Moi, Jérôme, j'aime bien. Voilà, pour moi, le changement, il se fait là-dessus. Tu avais Hamidou Diallo, il était ultra physique.
tu l'échanges et tu récupères Zvi Mikhailuk. Alors, il peut monter au dunk, hein, Zvi Mikhailuk, mais c'est un fort shooter. Donc, j'aime bien aussi cette changement de mentalité. Je sais pas si ça va avec le coach, avec des demandes du coach, mais je trouve que c'est intéressant. Mais là, c'est vrai que c'est du tanking très agressif. C'est difficile pour Denio de mettre en place des choses. Enfin, moi, en fait, je vois cette équipe et je vois des joueurs que je voyais en NCAA. Je me disais, mais jamais j'aurais pu penser les voir en NBA, tu vois. Vraiment, je suis surpris, en fait, de les voir. Alors, c'est des bons joueurs. Ils ont fait de la G-League et tout ça. Et il y a une formation intéressante avec l'équipe de G-League aussi d'OKC. Mais très difficile de mettre en place. Mais en même temps, si on l'avait laissé mettre en place avec les bons joueurs, je pense qu'ils auraient été trop bons. Donc, on préfère qu'ils mettent pas en place. Est-ce que cette instabilité-là, Pierre, pour toi, c'est juste, quelque chose que tu souhaites sur cette saison-là? Est-ce que parce qu'il y a quand même déjà des bons joueurs, on l'a dit, Gilgeous Alexander, il y aura vraisemblablement 1 voire 2 joueurs à la draft. Est-ce que là, on est vraiment, c'est-à-dire qu'en gros, le phénomène process Philly, pour vous, on va le voir pendant 20 matchs, mais la saison prochaine, en mars-avril, on n'aura pas des caricatures de matchs. Ouais, je pense que au moins l'année prochaine, sur une bonne partie de la saison, bon, sauf si tu drafts peut-être Cade ou tu as 2 top 5, enfin voilà, sauf cas exceptionnel, je pense que tu seras encore dans cette optique-là avec beaucoup de jeunes, sachant que tu as aussi énormément de cap space. Alors qu'est-ce qui sera fait avec? Est-ce que ça amènera des vétérans quand même pour entourer tout ça? Est-ce que tu vas faire un pari à la Brooklyn, j'aime bien dire, sur des joueurs, tu vois, un Collins ou quelque chose comme ça, hein. Est-ce que tu fais ça? À voir ce qui se fait, parce qu'il y en a énormément de cap space. Je pense que l'année prochaine, tu seras encore peut-être même dans la phase la plus basse de la reconstruction, où tu auras beaucoup de joueurs de talent, beaucoup de jeunes, peut-être qu'ils se développeront très vite, hein, parce que ça peut aller très vite, on a vu avec Shea, mais tu seras très jeune, ça sera difficile à l'ouest de s'exprimer, etc. Je pense qu'en fait, il te faut 2 grosses drafts, et surtout les 2 prochaines qui sont très solides, pour t'affirmer, pour commencer de remonter petit à petit dans le classement. Et je pense qu'à ce moment-là, tu auras déjà fait pas mal de choix sur tes joueurs. T'en fais beaucoup cette intersaison sur plutôt des role-players. Par exemple, Mikhailuk qui a été cité, qu'Alan a cité, il faut faire un choix dès maintenant. Et t'en auras d'autres qui vont approcher dans les années d'après. Donc tu auras une base un peu plus visible de ce futur groupe. Parce que là, comme on l'a dit, en intouchable, il y en a très très peu. En projection de long terme, il y en a un peu plus, mais très peu. Donc peut-être que tu auras un peu plus de certitude. Donc pour moi, tu as... Allez, à l'amorce de 2022-2023, tu pourras commencer de te dire, ok, les jeunes d'OKC c'est ça, on va voir maintenant ce que vaut ce groupe-là et jusqu'où il peut aller, quoi. Parce que c'est vrai, dans ce genre de reconstruction, en réalité, comme vous l'avez dit dans votre live, il y a très peu, il y en a entre le moment où l'équipe atteint vraiment les plus bas fonds et le moment où l'équipe redevient bonne, t'en as rarement plus de 3-4 qui ont survécu. Donc c'est vrai que ça sert à rien de se projeter. On a parlé un peu de draft, Alan. La première fois, tu m'as mis un crochet du gauche. Là, je vais vraiment te lancer sur la draft. Sur quoi OKC peut rêver, sans faire une présentation, mais quel profil pourra intéresser OKC cette année? Moi, j'aimerais bien qu'ils aient le first pick. Pas parce que Cade Cunningham joue à Oklahoma State. De toute façon, les gens le savent, hein, il est favori au first pick, ce joueur-là. Parce que j'aime vraiment potentiellement la possible association qu'il y avait avec Shea, en fait. C'est un porteur de balle de 2 mètres qui crée sur pick and roll et peut tirer, peut scorer. Franchement, cette association-là, moi, elle m'enchante vraiment. C'est une grosse draft, c'est un gros top 5. C'est-à-dire gros top 5 par rapport aux dernières drafts. C'est un gros top 5, il y a un drop-off, une chute après, en fait, ce top 5. Donc je pense qu'il faut être dans les 5. Il faut vraiment essayer d'être dans les 5 premiers. Tu auras un joueur de talent. Là, il y a 2 porteurs de balles sur les arrières, un grand, un 3-4 polyvalent qui défend super bien et sait pas shooter, donc c'est pour toi. Jonathan Kuminga, le Congolais, et Cade Cunningham. En termes de talent, il y a d'autres joueurs de talent dans cette draft. Il y en a toujours, toutes les drafts sont talentueuses. Enfin, faut pas se mentir. À chaque fois, on aime bien les comparer à l'avance et tout ça, mais finalement, tout le temps des bons joueurs. Mais ce que j'aimerais bien, c'est Cade Cunningham pour OKC. Et je pense que eux, de toute façon, tous les fans d'OKC, ils le veulent, hein, on va pas se mentir. Sur les réseaux sociaux, ils sont comme des fous sur lui. Le montage Cade avec le maillot d'Oklahoma est sorti, je pense, avant le premier match de la saison. Déjà, à partir de là... si je peux ajouter juste sur la draft, sans parler de profil, 2 choses à prendre en compte peut-être, c'est que récemment, et comme l'a dit un petit peu là, il y a un changement de culture qui s'opère un petit peu. Le trade de Diallo pour Mikhailuk, c'est l'exemple même de ça,
On cherche plus des joueurs QI basket capables de tirer beaucoup, Malédon, plutôt que des athlètes comme il a été fait de nombreuses années. Jérôme, ouais. Voilà, et très européanisé et très jeune. Là, la dernière draft, Malédon, Pokusevski et Vitkreshi au deuxième tour, c'est que européens, que des très jeunes joueurs, Poku est le plus jeune de la ligue. Donc, à considérer par rapport au process de draft et ceux qui ont fait un long cursus à la fac, qui tomberont peut-être pas au Kessie dès cette année en tout cas. Un gars qui a fait 4 années, qui a déjà 23 ans, il s'inscrit peut-être pas dans la timeline et ils le prennent en compte largement. Vous êtes en train de devenir une équipe de hipsters en fait. Hein. Ok. Sans parler de ce rêve, je l'espère peut-être se matérialiser pour vous, mais je fais un retour en arrière par rapport à Shai Gilgeous-Alexander. Est-ce que tu le vois du coup, vous parlez de l'association avec Cade Cunningham, parce que moi je le vois beaucoup driver. Il a une réussite au cercle qui est inhumaine. Enfin, pour un joueur de cette taille, c'est incroyable. Enfin, il y a plein de graphiques qui passent sur Twitter où les gens avec LeBron, etc., qui sont des anomalies. Est-ce que pour toi, c'est du coup, vu qu'on rêve peut-être d'un Cade Cunningham, est-ce que dans l'idéal, Shai, c'est un deuxième porteur de balle dans ton attaque? Possiblement. Disons que c'est un joueur qui peut faire les deux. C'est un joueur qui peut faire du off-ball. Il l'a montré l'année dernière où il était troisième meneur. Il jouait jamais meneur. Cette année, il était presque tout le temps la balle en main. Au usage, le joueur qui drive le plus de la ligue, tu l'as dit, c'est lui, de plus loin que Doncic, par exemple. D'ailleurs, par rapport à votre podcast héliocentrisme, je me suis posé la question, est-ce qu'il n'y a pas du petit héliocentrisme avec Shai sur certains passages où il fait un peu ça. Je pense qu'il est capable de s'adapter et que Cade aussi est capable de s'adapter de ce que j'ai vu. Sachant que tu as un Lou Dort, comme on l'a dit, qui sera plus off-ball et qu'on attend plus peut-être du spot-up, qui lui sera peut-être troisième, quatrième créateur si besoin, genre juste sanctionne la défense par un dribble. Là, si tu as les deux côte à côte, très polyvalent, jouer off-ball, long les deux, qui peut faire 1, 2, 3, voire les deux joueurs. Nous, et je pense que au sein de notre rédaction, on adore le fit. Vraiment, on est fan du fit. Beaucoup plus qu'un Jalen Green pour celui qui suit la draft ou etc. où on a plus de mal en termes de polyvalence. Cade, on a l'impression que ça peut être vraiment idéal. Non, c'est vraiment le joueur que tout le monde veut et encore plus à Oklahoma où je pense qu'il pourrait très bien s'exprimer. Très bien. J'ai dit le mot blasphématoire qui est fit. Est-ce que là, Alan, justement, on n'est pas dans un cas où, parce que je veux l'amener sur ce sujet-là, parce que pour un peu élargir la discussion au-delà d'OKC, est-ce qu'on n'est pas sur le cas où il faut prendre en compte le fit? Parce qu'on a déjà, avec Shai Gilgeous-Alexander, Pierre l'a dit, on a un mec qui est encore dans son contrat rookie, qui est All-Star ou borderline All-Star. Donc, est-ce que là, on n'est pas dans un cas de figure où il faut le prendre en compte? Certes, ils ont besoin de talent. J'ai retenu ta phrase de tout à l'heure. Mais ils ont aussi besoin d'un joueur qui vient tout simplement, qui peut jouer avec leur meilleur joueur aussi. Donc pour toi, potentiellement un grand. Non, en fait, que on le sait, je suis absolument rien de la draft. Juste dans ta réflexion, t'es obligé de te dire, est-ce que ce mec-là va fitter avec Shai? Parce que c'est le meilleur joueur de l'équipe, en fait. Et il est déjà All-Star, pratiquement. Oui, tu te le dis. Mais je pense que tu te le dis plus entre le choix entre un ou deux profils que tu as à évaluation égale. Et tu te dis, bon, allez, peut-être. Voilà, s'ils sont dans le top 5, on va pas se mentir. Cade Cunningham, c'est le choix qu'ils aimeraient tous. Et le fit a du sens parce que, en fait, un peu les initiateurs de 2 mètres, ils font 2 mètres. Donc, en fait, défensivement, c'est difficile pour eux de défendre sur des plus petits. Tu pourrais mettre Shai sur ce genre de plus petits ou Lou Dort. Cade, c'est un artiste sur drive and kick. Avoir Shai est pas mauvais en catch and shoot. Je trouve qu'il s'est amélioré. Ça reste pas non plus encore exceptionnel, mais en fait j'aime l'association des deux, pouvoir jouer ensemble, les deux qui peuvent passer, dribbler, shooter. Je trouve que c'est un truc qui est essentiel dans une attaque. Enfin, je le vois à Boston avec le développement de Jaylen Brown. Alors voir ces deux mecs-là dans ton attaque, ça change beaucoup de choses. Il suffit que tu as un bon supporting cast à côté, et en attaque tu peux vraiment être bon. Evan Mobley, c'est un grand, c'est un pivot. J'aime pas trop les grands à la draft, mais lui, moi, je trouve que c'est un des meilleurs pivots que j'ai vu. Donc lui, franchement, et le fit avec Shai serait super bien parce qu'il peut faire du pick and pop, il pose très bien les écrans, il peut prendre des décisions sur pick and roll, sur short roll. Mais ça voudrait dire encore plus de ballons pour Shai en tant que porteur de balle, d'avoir, je pense, un Evan Mobley. Là où avec Cade, tu lui enlèverais un peu la balle des mains parce qu'on va pas se mentir, l'équipe qui draft Cade Cunningham, elle va lui donner le ballon. C'est un de ces prospects-là. Donc ça revient à ce que tu dis, Ben, et c'est intéressant.
vu que c'est ça, tu dois quand même prendre en considération que tu as Shea, parce que ce mec-là, il aura la balle dans les mains. Et Shea, il a été très bon avec la balle dans les mains cette année. Donc ouais, ça reste mentionnable, mais pour des joueurs super forts avec un haut potentiel, je suis prêt à passer outre. S'ils se retrouvent en 6-7 à la draft, ce que je leur souhaite pas, là, tu dois 100% du compte prendre en compte que tu as Shea. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Pierre? Est-ce que c'est ce que je vous le souhaite, hein, si vous êtes dans le top 5, là, c'est en gros, c'est pour briser une égalité, quoi. En gros, que tu prends en compte ouais, ça. c'est ça. C'est exactement ça. C'est si par exemple entre Suggs et Green, tu sais pas trop lequel va mieux avec Shea. Ok, si c'est Suggs, ok, si c'est Green, c'est juste ça. Après, je considère pas que si tu as un choix top 5, où le seul qui te reste, il te plaît pas dans ton équipe, tu le prends pas pour prendre un joueur moins talentueux qui était annoncé plus bas. Ça, j'aurais du mal à le concevoir, honnêtement. Et je pense pas que Presti draft depuis ces dernières années comme ça. On est plutôt sur même du reach où on préfère le potentiel. Bazley en 21, 23 pardon. Malédon, Poku, on monte pour Poku l'année dernière, qui est le joueur le plus incertain de la draft, mais avec peut-être le plus gros potentiel de tous, j'ai envie de dire. Donc je pense que ça sera plutôt fait dans cette optique-là. Et là où je rejoins Alan, c'est que dans les premières parties d'une reconstruction, talent, tu sais pas ce que va devenir Shea, tu sais pas ce que vont devenir les autres, tu sais pas ce que va devenir Bazley, Dort, prends du talent dans tous les cas, quoi. C'est-à-dire, vas-y. Non, juste, tu l'as dit, si tu payes Shea, c'est bon. Shea, il est payé en vrai. Donc il va être là. Après, pour son développement de jeu à lui, il faut prendre en compte. Mais tu vas pas perdre Shea dans tous les cas. Non, donc, oui, bien sûr. Mais ça se trouve, il peut être blessé, il peut avoir un trade, il peut mal se sentir. Enfin, dans la NBA actuelle, j'ai l'impression que tu as beaucoup d'instabilité où voilà, par exemple, Davis est resté combien de temps à New Orleans avant qu'il dise je veux plus jouer en fait. Donc tu vois. Ouais, complètement. La connexion n'est pas rompue, parce que justement c'était le dernier point que je voulais aborder dans ce trade. On a beaucoup parlé comment tu te sens actuellement. Si on va un peu dans le futur, comment tu te sens vis-à-vis de ce type de reconstruction? Quand tu l'as dit, c'était un de mes points. Moi, je suis un grand militant anti ça, c'est-à-dire que je trouve que c'est de plus en plus difficile d'avoir ce type de reconstruction quand c'est de plus en plus instable, c'est-à-dire que tu as l'impression que la durée de vie d'un franchise player, c'est son contrat rookie 1 ou 2 ans et ensuite il part. Par exemple, ce qui dans le cas de Shea Gilgeous-Alexander nous laisse par 2 ans et demi, 3 ans en réalité à partir de maintenant. Comment tu te situes en fait vis-à-vis de ça? C'est-à-dire quand tu as compris que c'était le pari d'OKC, alors on a déjà parlé de l'incapacité d'attirer des gens, etc. Mais plus sur le long terme, comment tu te sens en fait vis-à-vis de ça pour ton effectif? Il faut un alignement des étoiles en fait. Je suis plutôt optimiste, mais il faut que ça clique bien. Ça a super bien cliqué au début de la création de la franchise où tu draftes Durant, Westbrook, Harden, Ibaka. Tu dis bon, ça va. Mais là, il faut que ça recoïncide parce que t'es pas à l'abri de drafter un joueur qui fasse un burst, même dans le top 10. T'as beaucoup d'incertitudes sur le devenir, blessure, sur le fit culturel aussi. Moi, je trouve très important maintenant. Je suis plutôt optimiste parce que l'organisation d'OKC est très réputée. Enfin, on a parlé d'Horford par exemple, mais les messages en disant il ne jouera plus, même celui d'Horford, c'est que de la classe en fait. C'est vraiment une organisation qui est réputée maintenant pour très bien traiter les joueurs. Très bien. Côté, il était affilié avant. Ouais, voilà. Donc, non, mais tu vois, t'as vraiment ouais, c'est une bonne organisation en fait, donc ça te pousse encore plus à avoir confiance. Je vais pas taper sur d'autres franchises, mais t'en as où j'aurais largement moins confiance sur ce qui va être fait. Là, regardez Sacramento avec Fox là. Oui, Fox, il commence à être pas très heureux. T'as l'impression. Typiquement Sacramento, Bagley, tu te demandes ce qu'il va devenir. Enfin, il y a plein de choses comme ça où ça peut très vite mal tourner. Et moi, j'ai un peu plus confiance dans cette culture de franchise et dans ce qui a été fait d'expérience. C'est une courte expérience, mais quand même d'expérience. Et après, c'est un alignement des étoiles. C'est à la loterie que ça tombe bien, que les joueurs se développent bien, que tu draftes correctement, donc tu scoutes bien. C'est des choses que tu peux travailler dessus, mais il y a un moment, il faut une petite part de chance. Il faut une petite part de chance que OKC a déjà eu largement, et que j'espère aura très bientôt. Alan, ton avis sur ça? Je sais, on n'a jamais trop fait d'épisodes là-dessus, mais entre nous, on en parle tellement souvent de ça, c'est-à-dire la stratégie à adopter. Alors, OKC a des contraintes, on l'a dit, qui sont pas celles de toutes les autres franchises, mais la stratégie à adopter, est-ce que OKPick, comme on les appelle, qui ont à peu près tous les choix de draft des prochaines années, est-ce que tu es en accord avec cette stratégie-là?
Déjà, je pense qu'ils ont. Est-ce qu'ils ont eu le choix? À l'été 2019, quand l'épisode PG Westbrook, alors t'as toujours le choix, hein, mais Tu peux échanger, ils je ont, pense, Paul George contre des joueurs et pas une montagne de piques, je pense. c'est vrai, c'est vrai, Mais c'est je vrai, pense c'est vrai. que Westbrook voulait partir à partir du moment où PG a dit. Mm. Ouais. Parce qu'en Après, le soi, choix, ils l'ont. tu récupères Shea et Gallinari. Tu Ouais. peux te poser la question si Shea et Gallinari te renforcent. Enfin, peut-être pas en plafond, mais t'as 2 joueurs pour un. C'est une théorie qui pouvait être avancée, hein, tu vois. Tu peux te dire, on rajoute un petit renfort. Bon, pourquoi pas. Ouais, Mais ouais. je pense que Westbrook voulait partir. Je pense que le choix, ils l'ont fait surtout dans la dernière intersaison. Ce choix-là d'alignement de. Parce que t'aurais pu garder Chris Paul, t'aurais pu. Non, tu peux pas le garder, mais si tu le gardes, t'es plus au Kepic. Enfin, t'es au Kepic, mais ça, t'as plus le plafond potentiel d'une équipe qui va tanker. Euh, avec Schroeder aussi, notamment. Moi, je trouve, je suis un peu d'accord avec toi, mais c'est surtout que donc, ils vont être attendus à la draft. Les front office vont aussi les attendre dans les trades maintenant, parce que, bah, ils vont savoir qu'il y a une montagne de piques. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire avec aussi? Est-ce qu'ils vont utiliser ça pour ingérer des contrats toxiques? Ça a été fait par certaines franchises avec plus ou moins de réussite. Et c'est pas juste, voilà, on a quoi, 25 picks sur les 10 prochaines drafts. Qu'est-ce qu'on en fait? Ils vont pas drafter 25 joueurs, c'est impossible. On a bien vu cette limite-là avec Boston, qu'en fait Boston, ils ont pas drafté autant de joueurs au premier tour qu'ils avaient de choix au premier tour, parce qu'au bout d'un moment, bah, tu as des places dans le roster. Donc c'est qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu vas chercher? Il y a un joueur qu'on n'a pas mentionné, moi je trouve ça intéressant. L'année prochaine, il y a Vasilij Micic qui arrive à OKC. C'est un des 3 meilleurs joueurs d'Euroleague. Et alors, pour moi, il vient pas pour planter des parasols, hein, du côté d'OKC. Qu'est-ce que va faire OKC avec ce genre de joueur? Ils ont signé un joueur, un titulaire du Real Madrid aussi il y a quelques jours, un Argentin, Gabriel Deck. Je comprends. Ils font plein de choses. Comme l'a dit Pierre, ils jettent plein de choses sur le mur. Ils voient ce qui marche, qui colle. Mais sur les pics, ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que ils sont toujours un peu surévalués, les pics, dans le processus pré-draft. Et un pic ne perd jamais autant de valeur que du moment où il devient un joueur. Donc, alors que ça se transforme en tout simplement des bonnes sélections et des bons trades. J'entends aussi des fois, ouais, grâce à ça, on va pouvoir monter. Si par exemple cette année, on est en 7, est-ce qu'on pourrait monter dans le top 3? Avec les joueurs qu'il y a dans cette draft-là, je suis pas sûr que tu puisses monter. Ça va être peut-être un peu surcoté aussi de dire, on va envoyer 3 pics pour monter. Ça se passe pas vraiment souvent comme ça. Ça se passe quand tu arrives à arnaquer certaines Ouais, mais franchises. est-ce que quand t'es blindé comme ça, c'est pas une bonne solution, en fait? Parce que à trop, je veux pas critiquer Boston, mais à trop vouloir reculer, le problème, c'est que ils sont tombés dans le ravin, en fait. Ah, si, si, C'est-à-dire qu'ils sont arrivés dans le moment où ils devaient couper enfin, RG Hunter, Ouais. ils ont dû le couper. Oui. RG, ouais. Ouais, RG Oui, Hunter, oui. ils ont dû le couper. Ouais. Je suis d'accord, puis on a même pu pas drafter. On devait échanger Ouais. un premier tour contre 2 deuxièmes, parce que pour faire des contrats non garantis. Je suis totalement d'accord avec toi, mais je suis pas sûr que des équipes acceptent, en fait, si elles sont tout en haut, de descendre contre 3 pics d'OKC. Après, ça peut être des jours. Je me rappelle c'est pas Sacramento qui monte, ou non, Portland qui monte contre Sacramento, ou pour prendre Zach Collins en 10, où ils échangent 2 pics, c'est peut-être le 15 et le 20. Bah ça arrive plus rarement qu'on le pense, en fait, j'ai l'impression. Ou je pense que dans les trades le soir de la draft, bah souvent en fait c'est ingère un mauvais contrat et vas-y, on va te laisser monter. Là, ça ils peuvent le faire, ok. Mais ils drafteront pas autant de pics qu'ils ont. Ils auront peut-être pas autant de chances qu'ils en ont eu par le passé. Donc il va falloir juste qu'ils soient très bons à des moments précis. Pour ça que maintenant ils sortent le tank. Après, Presti, il a le job le plus facile et dur en même temps, en fait. Parce que il a pris les choses en main, il a tout envoyé, il a dit je veux mon destin en main, je veux mes pics déjà haut. C'est ce qui est fait cette année. Mais maintenant, il a le job le plus facile parce qu'il a un nombre d'assets record et qu'il peut faire à peu près ce qu'il veut. Il peut tenter des choses, il peut drafter presque, il peut faire des erreurs à la draft beaucoup parce que tu as plein de choix. Mais par contre, comme vous l'avez un peu dit, et avec Constant on le dit un petit peu aussi, c'est les autres équipes, quand tu sais qu'ils ont 25 pics, t'en demandes quoi. Enfin, tu veux faire un trade avec eux, t'en demandes plein. On parle beaucoup, nous, de monter à la prochaine draft, on essaie de voir si c'est possible. Effectivement, on se dit, ça se trouve, il va falloir envoyer 6 pics pour monter de 4 places, pour avoir un joueur du top 3 peut-être. Et tu te dis, est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il faut tout envoyer déjà? Est-ce que tu peux te permettre, mais est-ce que tu as envie déjà? Ça va être dur. Il va y avoir, je pense, des trades assez bizarres qu'on n'aura peut-être jamais vu dans la ligue parce qu'avec des nombres de pics, avec des choses assez inédites.
Ça va être très intéressant à suivre, même pour le futur de pas mal de reconstruction de franchises. Il y a certaines franchises qui se positionnent un peu comme ça, hein, d'ailleurs de plus en plus. Hein. Houston commence à avoir de plus en plus de pics, il y a pas mal d'équipes qui commencent à en avoir beaucoup. Ça sera intéressant de voir comment chacun se positionne. C'est vrai. Et du coup, à voir si tout le monde se positionne comme ça, parce que du coup, mécaniquement, est-ce que les offres vont pas descendre? Parce qu'il y aura tellement, les pics vont être concentrés dans 7 équipes. Ouais. Déjà là, Houston et OKC, enfin, j'ai pas la stat sous les yeux, mais ils doivent avoir un X pourcentage des prochaines drafts qui doit être déjà assez important. Mais c'est vrai, juste pour finir sur ce point-là, c'est assez intéressant. Le traitement, je sais pas, on est dans l'actualité. Subir le traitement Manchester City PSG, je pense que c'est une réalité pour OKC qui pourrait arriver. Ça a été le cas avec Boston. Après, là où je me séparais du cas Boston, c'est que Boston, c'est aussi lié au fait que, enfin, on va pas taper sur Boston encore une fois, mais on sait que Danny Ainge, il y a eu des trades avortés, il y a eu beaucoup de choses. Là où Sam Presti, en l'occurrence, je pense qu'il jouit d'une bonne réputation au sein des autres front office. Ouais. Enfin, il arnaque pas les gens. Et d'ailleurs, je te relance sur ça. Tu parlais de culture. Je pense pas que ça soit peut-être dans la culture d'OKC d'être cette espèce de cimetière de rhinocéros comme l'a été à un moment peut-être Philadelphie, où là, enfin, il faut quand même des joueurs de basket, quoi. On va pas juste ingérer 15 000 contrats. Non, ça je suis d'accord. Il y aura des choix faits cohérents avec ce qu'il fait culturellement. C'est peut-être ça le plus important. Tu vas pas aller chercher des contrats vraiment horribles sur des joueurs vraiment horribles. Tu auras des mauvais contrats, ça peut-être via des trades, mais tu n'auras pas de joueurs complètement négatifs. Orford de base était un très mauvais contrat. Ok, si, il s'est avéré qu'il était très utile et qu'il était bon et qu'il a fallu qu'on fasse s'asseoir pour qu'on puisse tanker tranquillement et sa valeur a augmenté. Enfin, tu vois, c'est typiquement dans Orford, il tombe dans une autre franchise, je suis pas sûr qu'il fasse la même chose. Donc oui, je suis d'accord que Presti va devoir prendre ça en compte et qu'il sait aussi ce qu'il peut faire et ne pas faire, je pense. Je sais pas si c'est le propriétaire, je sais pas si c'est lui qui se met cette envie-là, mais ouais, tu vas pas avoir un mec de 35 ans, je le vois pas arriver. Et les mecs seront coupés direct d'ailleurs, c'est arrivé. Ils sont coupés directement. Ariza, je pense, a même pas posé un pied à OKC, il était là pendant 6 mois. Donc Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, Alan, un point final? Je donnerai le dernier mot à Pierre, hein, mais on n'est pas... Alors, pour les fans d'OKC qui nous écoutent, les aficionados, allez voir ce que font les gars de We Are Thunder, si vous voulez tout ce qu'il faut savoir sur Tony Bradley, etc. Des breakdowns de Tony Bradley pendant 7 minutes. On peut pas... Au bout d'un moment, on est une audience généraliste. On peut pas se permettre de faire ça. C'est sûr. Alan, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? L'avenir, tout simplement, d'OKC. J'essaye de pousser, je vais faire un aveu aux auditeurs, j'essaye de pousser depuis plusieurs semaines un podcast bilan des années Celtics post-draft Billy King. Parce que pour moi, il y a autant à apprendre de ce qui se passe en ce moment du côté d'OKC, de voir comment une équipe peut être dans une situation reine et en réalité jamais faire ce final NBA. Je suis désolé pour les fans des Celtics. Qu'est-ce que tu as à dire, Alan, par rapport à tout ce qu'on a pu dire? Boston, je dirais, on en reparlera, je pense qu'on aura le temps de faire cet épisode. Sur OKC, je pense que confiance dans le GM, confiance dans le coach, confiance dans la franchise, volonté de proposer quand même un produit de qualité sur le terrain. Donc ça va en lien avec pas non plus faire n'importe quoi dans des injections de trade qui pourraient d'ailleurs qui peuvent être des avantages d'assets parfois. Mais des équipes peuvent renoncer à ça en disant non, on va préférer peut-être autre chose, mettre un produit de meilleure qualité sur le terrain, développer des jeunes. Je pense que, on le dit souvent, les équipes adorent leurs jeunes. Donc ici, il va y avoir beaucoup de jeunes. Les fans vont apprécier, regarder cette équipe-là, vont apprécier le développement de leurs jeunes joueurs. Ils ont déjà un joueur qui est quasiment de niveau All-Star. Rien que pour ça, c'est quelque chose que tu es content, une tête de gondole que tu aimes bien regarder. Il suffit que tu t'en sortes bien dans les 2-3 prochaines drafts, en draftant sur peut-être 3 fois dans le top 10. On peut se dire ça, ils vont peut-être drafter 3 fois dans le top 10. Si tu t'en sors bien dans ces 3 choses-là, tu peux peut-être construire quelque chose d'intéressant. Pierre, alors je te donnerai le mot de la fin et juste une dernière question que j'avais mis dans toutes mes questions. On n'a pas suivi du tout l'ordre que je m'étais fixé, mais bref, tes passions jusqu'à quand? Ça m'intéresse vraiment. Et là encore, je vais parler aux deux Pierre. Je vais parler aux créateurs de contenu et aux fans. Tes passions jusqu'à... Tu mets la barre où? Créateur de contenu l'année prochaine, parce que là, il faut qu'on ait un gros prospect, qu'on écrive un mort dessus. Plutôt en fan, je dirais... En fait, c'est pas tant en année, je pense que c'est en erreur que je vais considérer ça.
Tu vois, si tu fais 5 erreurs d'affilée à la draft, bon, non quoi. Enfin, tu vois, tu vas commencer à douter de l'organisation. Ça serait quoi une erreur? C'est quoi une erreur? Un mec que tu draftes et qui est pas titulaire? Un mec que tu draftes haut ou pour qui tu montes et qui ne correspond pas ou reste très peu, ou tu vois. Jalil Okafor. Ouais, voilà. Ouais, oui, c'est un bon exemple. C'est une erreur, oui. C'est un très bon exemple. Anthony Bennett, un Jabari Parker, voilà, tous ceux-là. Tu vois, ce type d'erreur. Bien sûr, quand tu draftes en 25, si ça marche pas, c'est pas la même chose, mais des grosses erreurs et des grosses erreurs peut-être de trade aussi, ou des mauvais trades qui a posteriori, vraiment a posteriori, parce que ça aussi, un jour on en reparlera de ça. Mais non, combien d'années, je sais pas, c'est plus d'erreurs qui commenceront de faire douter toute la fanbase et tous les gens qui suivent OKC de ouais, est-ce qu'on ne devient pas une franchise qui a du mal à se redévelopper, Les gens peuvent vraiment douter de Presti, tu penses? Bah, tu as remarqué que Pierre a dit 4-5 erreurs, c'est énorme, il n'y a pas beaucoup de mecs qui peuvent se permettre 4-5 erreurs. Il a un tel crédit actuellement, le seul truc qui lui est reproché, c'est le trade d'Harden, et ça c'est ce que je mentionnais à Debimo, tu le remets en contexte, et c'est nous quelque chose qu'on va faire, parce que il faut le faire. Il est même pas perdant le trade sur le moment, il est juste perdant parce qu'Harden devient ce qu'il est. C'est juste ça. Mais il a fait presque 0 erreur. Les gens ils vont te dire ouais, il a tradé Schroeder contre ça et ça, et au final tu fais la remontée de tous les trucs, tu te rends compte qu'en fait il a arnaqué la moitié de la ligue en fait. Tu vois, 4-5 erreurs, là oui j'aurais des doutes, c'est sûr et certain, c'est peut-être beaucoup, c'est peut-être trop. C'est sûr que si déjà les 2 prochaines années qui sont très importantes, tu plantes en draftant mal dans le top 10, je pense que déjà ça va râler pas mal. Ça va râler pas mal parce que tu seras pas bon, tu auras mal choisi, tu dis est-ce qu'on va encore mal choisir, tu auras des joueurs en contrat rookie qui sont nuls ou blessés ou n'importe quel choix. Ouais, je pense que ça commencera à râler. Mais c'est du coup plus en termes d'erreur, je pense. C'est vraiment ça. C'est vrai que n'empêche, peut-être le matelas que tu t'offres avec cette stratégie où tu as tellement de pics, c'est que si tu te rates 1 ou 2 ans, au pire tu dis bon bah allez c'est bon, la draft on a terminé, on ramène 2 mecs avec un trade, chez Gilus et All-Star et tu peux changer de braquet. Regarde, comparé à Philly, t'en as parlé tout à l'heure, ils ont fait combien d'erreurs avant d'avoir Simmons et Embiid? T'as Noël, t'as Okafor, tu vois, t'as quand même 2-3 années de flottement entre guillemets où tu te dis ouais. Ok, là on n'est pas trop serein et après ça tombe bien. Pour le coup, c'est tombé bien, mais tu vois, voilà. Parce que la différence, c'est pas juste chez quoi. Le fait, parce que s'il n'est pas là, le tableau est totalement différent. C'est ça, c'est un peu un anachronisme dans l'effectif. Bien, bien sûr, mais un tout petit peu plus vieux que les autres. Mais t'as envie de l'inclure dans ta timeline parce qu'il est super fort. T'es pas sûr. Enfin, si tu drafts dans le top 5. T'es loin d'être sûr que ça devienne un joueur aussi fort que Shea. Ça serait déjà même très bien que ça devienne un joueur de son niveau. Très très bien. Donc tu vois, c'est trop bon, trop fort, c'est trop tôt. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Tu peux pas regretter ça, mais c'est presque le cas, quoi. Ok, et du coup, le mot de la fin, quelque chose à nous dire. Parler, je sais pas, des joueurs sombres d'OKC. Un mot de la fin pour toi, Pierre. On reçoit bien nos invités. On en a 2 par an. Donc. Non, mais allez regarder ce que fait Poku. Je suis obligé de parler de lui. Voilà, c'est Alexei Pokusevski, c'est le joueur le plus jeune de la ligue. C'est un ovni. C'est 2m10, 88 kg, c'est ce qu'on disait en off. Des passes de guard, un tir d'extérieur. C'est lunaire. Mécanique. Moi, c'est la mécanique qui me choque, moi. Ouais, je trouve la mécanique. Il tire super vite. Il a un release super vite. Il tire assez haut. Après, oui, ses pieds font un truc bizarre, effectivement. Il avance un peu les pieds. Lancer franc, c'est un peu le cas aussi. Tu devrais regarder. Je sais pas si t'as vu, mais il finit sur la pointe des pieds. C'est assez marrant. Ouais. Mais il fait des choses. Alors, en début de saison, les flashs étaient très peu fréquents. Il subissait trop physiquement. Mais puis, sur le retour de la J-League, il fait des choses que j'ai rarement vues. C'est-à-dire qu'on comparait à Porzingis, il n'a pas cette vision de jeu. C'est ce qu'on disait avec Alan avant. T'as des trucs, voilà. Alors, est-ce que ça deviendra un joueur intéressant? Est-ce que ça deviendra peut-être lui le futur All-Star? On ne sait pas, mais en tout cas, ça vaut le coup d'œil. Et Kevin O'Connor est d'accord, il vient de sortir une petite vidéo sur lui si vous voulez analyser. Donc c'est bien qu'il y ait un petit peu de hype. De hype, ouais. Je suis pas peu fier parce que. Ah ouais.
je lui avais dit, en fait, il me dit, Pierre préparait les drafts, il me dit, dis-moi un joueur qu'il faut que j'aille regarder. J'ai dit, il y a un mec que tu vas kiffer qui est complètement timbré, en fait, qui est un ovni qui joue en deuxième division grecque, et depuis, il a dit, bah, c'est le joueur que je veux. Et quand ils l'ont sélectionné, j'ai dit, bah bon, là, il va être content, c'est bon. J'étais amoureux, et Constant dans la rédaction, et un peu moins. Mais là, même lui, j'ai d'avouer que pour l'instant, il y a des flashs très intéressants. Non, mais c'est lunaire, c'est beaucoup, et c'est, voilà. Je pense que c'est le sel de toutes les reconstructions, c'est qu'il y a un moment il faut des mascottes, tu vois. C'est comme Philly avait des mascottes. Il y a quand même un moment, toute reconstruction a des mascottes et je pense qu'il en sera. Après oui, après bon, Kevin O'Connor, dès que c'est un jeune joueur, le mec est amoureux. Pendant 5 ans, il nous a expliqué que Phoenix allait être la meilleure équipe de la ligue. Enfin bref, il y a voilà. C'est comme ça. Du coup, c'était un plaisir. Je pense que pour les auditeurs aussi, pour nos fidèles, c'était un plaisir de réentendre Pierre sur. Il a le moral. Du coup, on nous demande parfois, il a le moral. Ça va. Hein, non, ça va. Non, très content d'être revenu. Les gens avaient vite compris que ça allait être moi de l'inviter de retour. Mais bien sûr, grâce à ce magnifique t-shirt. C'est pour ça qu'il faut. J'ai mis du coup. Oui, il faut aller sur YouTube. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut nous suivre sur YouTube pour voir le t-shirt de Pierre. Du coup, sur YouTube, dans la description et dans la description du podcast aussi sur votre appli podcast, vous verrez le profil de Pierre, We Are Thunder, le site. Si vous voulez lire des scouting reports de joueurs dont vous ne savez même pas qu'ils sont NBA, c'est là où il faut se rendre, assurément. The place to be. The place to be. Écoutez les lives, allez sur Twitch, écoutez le podcast, on vous mettra tous les liens. Puis nous, on va se retrouver la semaine prochaine, la fin de saison approche. Il y a un moment où on vous fera un power ranking. Et puis c'était encore un plaisir de te retrouver, Pierre. Puis à la semaine prochaine. Salut.